Bienvenue dans la deuxième explication consacrée à la Boétie et plus particulièrement à son discours de la servitude volontaire. Nous allons attaquer un passage qui est à peu près dans le premier tiers de l'ouvrage, consacré à Sparte, à Lycurgue, le célèbre législateur de Sparte, et également à une anecdote que la Boétie rapporte, le jeune la Boétie, qui a 18 ans, je le rappelle, au sujet de Xerxès et de leur politique d'expansion, de conquête. Lecture. On raconte que Lycurgue, législateur de Sparte, avait nourri 2 chiens, tous 2 frères, tous 2 allaitaient du même lait, et les avait habitués, l'un au foyer domestique et l'autre à courir les champs au son de la trompe et du cornet. Voulant montrer aux Lacédémoniens l'influence de l'éducation sur le naturel, il exposa les 2 chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat et l'autre au lièvre. « Voyez, dit-il, et pourtant ils sont frères. » Ce législateur sut donner une si bonne éducation aux Lacédémoniens que chacun d'eux eût préféré souffrir 1000 morts plutôt que de se soumettre à un maître ou de reconnaître d'autres institutions que celle de Sparte. J'éprouve un certain plaisir à rappeler ici un mot des favoris de Xerxès, le grand roi de Perse, au sujet des Spartiates. Lorsque Xerxès faisait ses préparatifs de guerre pour soumettre la Grèce entière, il envoya dans plusieurs villes de ce pays ses ambassadeurs pour demander de l'eau et de la terre. Formule symbolique qu'employaient les Perses pour sommer les villes de se rendre. Mais il se garda bien d'en envoyer ni à Sparte, ni à Athènes, parce que les Spartiates et les Athéniens, auxquels son père Darius en avait envoyé auparavant pour faire semblable demande, les avaient jetés, les uns dans les fossés, les autres dans un puits, en leur disant « Prenez hardiment là de l'eau et là de la terre, et portez-les à votre prince. » En effet, ces fiers républicains ne pouvaient souffrir que, même par la moindre parole, on attentât à leur liberté. Cependant, pour avoir agi de la sorte, les Spartiates reconnurent qu'ils avaient offensé leur dieu et surtout Talthybi, dieu des héros. Ils résolurent donc, pour les apaiser, d'envoyer à Xerxès 2 de leurs concitoyens pour que, disposant d'eux à son gré, il pût se venger sur leur personne du meurtre des ambassadeurs de son père. 2 Spartiates, l'un nommé Spertiès et l'autre Bulis, s'offrirent pour victimes volontaires. Ils partirent. Arrivés au palais d'un Perse, nommé Hydarne, lieutenant du roi pour toutes les qui étaient sur la côte de la mer, pour toutes les villes qui étaient sur la côte de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement et après divers autres discours leur demanda pourquoi ils rejetaient si fièrement l'amitié du grand roi. Voyez par mon exemple, leur ajouta-t-il, comment le roi sait récompenser ceux qui méritent de l'être, et croyez que si vous étiez à son service et qu'il vous eût reconnu, vous seriez tous 2 gouverneurs de quelque ville grecque. En ceci, Hydarne, tu ne pourrais nous donner un bon conseil, répondirent les Lacédémoniens, car si tu as goûté le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont nous jouissons. Tu as éprouvé la faveur d'un roi, mais tu ne sais pas combien est douce la liberté. Tu ne connais rien de la félicité qu'elle procure. Oh, si tu en avais seulement une idée, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement avec la lance et le bouclier, mais avec les ongles et les dents. Les Spartiates, seuls, disaient vrai. Mais chacun parlait ici selon l'éducation qu'il avait reçue, car il était impossible aux Persans de regretter la liberté dont ils n'avaient jamais joui. Et les Lacédémoniens, au contraire, ayant savouré cette douce liberté, ne concevaient même pas qu'on pût vivre dans l'esclavage. Voilà, je vais arrêter la lecture ici. Par la suite, la Boétie prend un exemple emprunté à Caton d'Utique, qui serait rigolo de lire, mais je le réserve à une autre explication de texte. Voilà, donc on va reprendre un peu les idées qui gisent là dans ce texte, qui sont toujours plus ou moins les mêmes chez la Boétie, à savoir que la liberté est le plus grand bien que l'homme ait à sa disposition, et finalement aussi ce qui nous rend humains, ce qui nous fait humains. Il y a une idée très intéressante dans ce texte, c'est que finalement, nous prenons pour liberté ce que nous croyons être liberté. Autrement dit, quelque part, nous dit la Boétie, la liberté est une illusion. Alors chez les Spartiates, elle se donne dans sa pleine force et dans sa pleine vigueur, mais quelque part, les Perses aussi, les Persans pour reprendre l'expression, eux aussi pensent être libres. Donc quelque part, il y a une idée très précise, c'est que la liberté
et ce que je crois être la liberté. Donc, finalement, il met au jour cette idée d'illusion de la liberté et cette vision subjective de la liberté qui fait quelque part qu'il est très difficile de savoir ce qu'est exactement être libre et ce qui fait qu'il introduit un relativisme dans la définition même de la liberté. Je reviens sur l'anecdote, puisque l'anecdote, comme le dit, répète à loisir Michel Onfray, dit souvent plus que n'importe quel discours long. Cette anecdote, d'ailleurs, dont se sont inspirés les scénaristes et l'auteur de la bande dessinée 300, de l'eau et de la terre. Vous vous souvenez, lorsque dans ce film 300, l'ambassadeur perse arrive à Sparte et demande de l'eau et de la terre pour finalement leur faire comprendre à Léonidas qu'il faut se rendre, qu'il faut obtempérer et qu'il faut donner son territoire. Et finalement, les Spartiates disent non. Alors pour reprendre notre explication de texte précédente, finalement, l'homme libre, c'est celui qui sait dire non. On avait vu dans quelles conditions et comment, puisqu'il ne s'agit pas de dire non pour dire non, mais qui sait dire non lorsqu'on s'oppose à sa propre liberté, lorsqu'on vient la déranger, lorsqu'on vient la mutiler. Et c'est bien évidemment ce que comptent faire les Perses, puisqu'ils comptent envahir un pays. Alors aujourd'hui, c'est un tout petit peu dur de se faire une idée de ce que ça devait représenter. Enfin, les seules personnes qui s'en souviennent sont ceux qui, du moins en Europe, en France, ont connu l'invasion allemande. Mais il s'agit de cette liberté politique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vient envahir votre territoire, s'introduit dans un espace géopolitique donné et prétend l'intégrer à un empire plus grand, à un espace plus grand, et donc aliéner votre liberté politique. On n'est pas du côté de la liberté métaphysique pour l'instant. J'y viendrai par la suite. Quelle est la réponse des Spartiates? Alors la réponse des Spartiates avait été extrêmement violente auparavant, et au moment de Darius, donc de la première guerre contre les Mèdes au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis lorsque le fiston, lui aussi à son tour, veut conquérir la Grèce, eh bien, il se heurte aux Spartiates et à cette espèce d'union qui va se faire entre Sparte et Athènes contre l'Empire perse. Et donc là, la réaction est différente, puisque c'est comme si les Grecs, à travers les Spartiates et les Lacédémoniens, voulaient donner une leçon de philosophie et de morale aux Perses, puisque finalement ils se sentent un peu gênés d'avoir humilié, comme il le dit, le dieu des héros, héros avec un H, le dieu des messagers, le dieu des ambassadeurs, Taltibi. Et du coup, ils envoient deux sacrifiés, deux suicidaires, qui vont à leur tour leur faire une démonstration qu'il n'y a rien de plus important que la liberté, et que la liberté est au-dessus de la vie. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est-à-dire que les Spartiates sont prêts à mourir pour leur liberté, sont prêts à sacrifier en offrande deux de leurs citoyens pour montrer finalement que la liberté est le bien le plus précieux. Ils résolurent donc, pour les apaiser, d'envoyer à Xerxès deux de leurs concitoyens, etc. Ils purent se venger sur la personne du meurtre, etc. etc. Donc ça rentre quand même aussi dans une logique géopolitique où on essaye d'éviter une guerre. On veut donner une leçon de morale, une leçon de philosophie pour esquiver en quelque sorte des coups qui vont être portés contre la cité de Sparte et contre la cité d'Athènes. Autrement dit, s'ils comprennent ce qu'on veut leur dire, peut-être qu'ils n'attaqueront pas. S'ils comprennent quelle conception nous faisons de notre liberté, alors à ce moment-là, ça sera terminé. Donc c'est bien évidemment finalement plus de manière religieuse que les Spartiates le font, sachant très bien que la réaction des Persans sera prévisible et qu'ils mèneront quand même la guerre, même si les ambassadeurs étaient condamnés à mort et exécutés. Donc je ne reviens pas sur la petite théâtralisation que nous donne à lire la Boétie avec le premier temps. Finalement, ils reçoivent une proposition et puis ils refusent de négocier et à ce moment-là, il leur donne une leçon de morale
Tu pourrais nous donner un bon conseil, mais si tu as goûté le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont nous jouissons. Tu ne sais pas combien est douce la liberté, tu ne connais rien de la félicité qu'elle procure. Et donc la question que pose le texte, finalement, c'est qu'est-ce que la liberté ? Ça n'est ni plus ni moins, répond la Boétie, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qu'un conditionnement. Et en ça, si on comprend bien évidemment ce qu'est la liberté politique, à savoir vivre dans une république, il emploie le terme en désignant les Athéniens et les Lacédémoniens, mais si on comprend bien ce que c'est la liberté politique, eh bien les Spartiates veulent donner une leçon sur l'idée de liberté métaphysique. La liberté métaphysique, c'est finalement celle dont je peux jouir indépendamment de la situation politique dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que même si je suis en prison, eh bien, cette liberté ontologique, je peux en jouir. C'est le fait de disposer de cette autonomie, le fait de disposer de sa propre volonté, de son propre vouloir, indépendamment de tout. Donc finalement, cette liberté métaphysique, c'est un petit peu, en un sens, le bien suprême du philosophe. Hein. Lorsque le philosophe vise à l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, lorsqu'il vise à l'autonomie, c'est-à-dire être à soi-même sa propre loi, eh bien on a là ce désir d'une liberté métaphysique. Et quelque part, les Spartiates, même s'ils le définissent en disant quelque part la liberté, ça se sent toujours, donc il y a un côté assez idéaliste là-dedans, c'est que la liberté existe toujours, ils sont assez stricts sur l'idée qu'on ne peut pas séparer d'un côté la liberté politique et de l'autre côté la liberté ontologique. Ce ne sont pas deux sœurs ennemies, ce sont les deux revers de la même médaille. Si vous enlevez l'un, vous enlevez l'autre, et réciproquement. Contrairement à ce que donnent à entendre les Perses, qui aimeraient bien pouvoir dire, quelque part, que la véritable liberté, c'est finalement vivre dans le luxe, être directeur d'une région, directeur d'une entreprise, et finalement, c'est l'anti-philosophie. Les épicuriens insisteront bien là-dessus, c'est que s'ils sont monarchistes, nos amis les épicuriens, c'est bien parce qu'ils veulent se débarrasser de la question du pouvoir et de la gloire, surtout pas en entendre parler, et que celui qui sera roi sera la victime du système dénoncé par la Boétie. Donc, finalement, on retrouve quelque part cette idée épicurienne de la dénonciation du pouvoir comme étant le pire des asservissements, puisque les Spartiates ne discutent pas avec des esclaves. On n'est pas dans une discussion comme chez La Fontaine entre le chien et le loup, même si La Fontaine se souviendra certainement de ce passage, mais on n'est pas dans une discussion entre d'un côté un esclave, autrement dit un pauvre loup tout maigre avec que les poils sur la tête, et puis un chien bien gras avec son collier. Une discussion des ambassadeurs qui sont des hommes libres, qui sont des citoyens de Sparte, et qui discutent avec des rois ou leurs courtisans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, cette liberté politique dont les Grecs se targuent, elle est au-dessus de la liberté que proposent les Spartiates. Autrement dit, il vaut mieux être libre dans l'inconfort, dans la misère, dans la douleur, dans la souffrance, que être asservi et se trouver dans une situation de luxe, mais justement dans cette situation de luxe, ne pas pouvoir faire ce que l'on veut parce qu'on est contraint par des autorités supérieures. Voilà un petit peu l'idée principale. J'ajouterai un dernier point avant de critiquer, entre guillemets, le texte de la Boétie. C'est que, et je reviens donc un tout petit peu plus haut, lorsque Lycurgue fait cette expérience, enfin raconte cette expérience des deux chiens. D'accord ? Je le rappelle en effet, hein, tu vois, je reprends ma page, pardon. Eh bien, on raconte que Lycurgue, législateur de Sparte, avait nourri deux chiens, tous deux frères, tous deux allaitaient du même lait, et les avait tués, l'un au foyer domestique et l'autre à courir les champs. Quelle est la leçon de ce passage ? Et on va la mettre en perspective avec l'autre anecdote sur Xerxès, c'est que la nature, à savoir la fraternité, enfin le sang qui résulte de la génération commune, de mêmes parents,
le lait qui ensuite constitue la force physique et physiologique d'un individu, cela ne compte rien par rapport à la culture. C'est finalement la culture qui va être déterminante dans le choix de la liberté. C'est l'éducation qui va l'emporter sur la nature, la civilisation sur la génétique, et c'est la grande leçon, je pense, de la Boétie, cet extraordinaire éloge de la volonté sur la nature, la civilisation sur encore le sang. Quelque part, vous pouvez décider maintenant d'être autre que ce que la nature vous demande d'être, ce qu'elle exige absolument de vous. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre en perspective, cette remarque que je fais avec la philosophie voyou, en disant finalement, deviens qui tu es, ou tu es force de volonté, et puis l'éloge de la famille. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être déterminé par votre famille et vous créer autre que ce que vous êtes. Comme je l'ai dit à un moment donné, inventez vos biographies, c'est comme ça que vous deviendrez qui vous êtes. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui gît derrière, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, ce qui vraiment m'émeut lorsque je lis vraiment ce pamphlet, ce discours écrit par un garçon de 18 ans au XVIe siècle, c'est véritablement, encore une fois, quelqu'un qui va poser dans l'univers de la culture la force du changement. Alors malheureusement, François Hollande est passé par là, et donc quand on dit le changement c'est maintenant, ça fait éclater de rire tout le monde, mais finalement cette phrase de François Hollande était très bien choisie. Le changement c'est maintenant, autrement dit, c'est maintenant, donc hic et nunc, ici et maintenant, que je peux faire advenir l'être que je veux devenir. Ça n'est pas plus tard, ni dans le passé, c'est hic et nunc, ici et maintenant, et c'est moi qui vais pouvoir m'ériger dans une force qui va tout dépasser, tout surpasser, y compris même la nature. Pour la mettre en perspective avec notre texte, c'est intéressant parce que, bon, c'est une excuse par rapport aux Perses. En gros, ils ont été éduqués de telle sorte, mais aussi, quelque part, c'est une critique d'une civilisation qui n'inculque pas la force de la volonté. La volonté ne peut pas advenir, enfin la liberté ne peut pas advenir sans la volonté d'être libre. Donc la liberté ne peut pas advenir sans la volonté d'être libre, et cette volonté, malheureusement, c'est aussi la culture qui vous la donne. Donc, pour en revenir à une partie critique, on voit bien la limite de cette critique, on voit bien la limite de ce discours. Finalement, puis-je vraiment être libre, puisque je suis déterminé par le lieu où je vais naître, quelque part. Donc même si je peux surpasser la nature, si je suis perse, je serai éduqué de telle sorte que, que je serai éduqué, entre guillemets, à la servitude. Je serai dressé à la servitude. Et là aussi, je crois qu'il y a un très bel éloge. Donc la réponse que la Boétie ferait, non, ce déterminisme n'est pas intangible et peut être dépassé, justement, par le contact des cultures. Alors ceux qui me connaissent seront surpris de m'entendre tenir ce discours du dialogue des cultures, mais j'entends par là la connaissance qui m'ouvre les yeux. C'est-à-dire, quelque part, au contact du Spartiate, je peux, moi, Perse, et on est tous les Perses d'un autre, je peux, moi, Perse, devenir Spartiate. Cette extraordinaire force de l'exemple, je peux, au moyen d'exemple, devenir autre que ce que je suis. Alors, si je suis enfermé dans un trou et que je ne vois personne, je ne parle à personne, je ne connais personne, c'est sûr que je n'ai pas les moyens d'ouvrir mon champ intellectuel et de devenir autre que ce que je suis. Je suis condamné, finalement, à être uniquement la répétition du même. Mais dans la mesure où, aujourd'hui, bien plus qu'au XVIe siècle, évidemment, le monde est ouvert à une information généralisée, mondialisée, globalisée, eh bien, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas pour ne pas ébranler les chaînes qui nous attachent et qui nous privent de notre liberté.
Voilà finalement l'extraordinaire optimisme que nous donne la Boétie, cette espérance fondamentale dans la liberté. Maintenant, il faut prendre un tout petit peu de distance par rapport à ça, puisque a-t-on vraiment les moyens d'être libre tout le temps? Est-ce que finalement cette utopie, enfin, que je juge comme une utopie, mais est-ce que cette idée de liberté politique qui va toujours avec la liberté métaphysique n'est-elle pas un rêve? Est-ce que vivre dans la misère absolue, mais être libre, constitue le sommet de l'humanité? Autrement dit, si on suit cette logique, le clochard ou le cynique serait l'individu le plus libre sur la Terre. C'est-à-dire que, bon, je suis obligé de voler dans les poubelles, de faire l'aumône, mais je suis libre comme l'air. Je dispose de ma journée du matin jusqu'au soir. Je fais ce que je veux, quand je veux, je dors où je veux. Mais on voit bien que le déterminisme ressurgit quelque part à un moment donné ou à un autre. Hein, que si ça n'est pas celui qui est imposé par la puissance financière et par mes moyens financiers, eh bien, il sera imposé, bien évidemment, par d'autres contraintes. Je suis incapable de me déplacer puisque je n'ai pas de voiture, donc je fais tout à pied. Je n'ai pas véritablement de lieu pour dormir, donc je dépends aussi soit d'associations qui s'occupent des sans-logis, soit de ce que je vais trouver, soit de ce que je vais voler. Enfin, vous comprenez bien que la vie se complique énormément lorsque on est libre absolument. Donc je tiens à souligner que c'est vrai, il y a un extraordinaire optimisme chez la Boétie, un éloge fantastique de la liberté, galvanisant, enthousiasmant, mais quelque part, il ne faut pas être dupe, cette recherche absolue de la liberté, elle a des limites, et la limite, c'est la réalité, je dirais quelque part. Et finalement, entre les Perses et le Spartiate, le philosophe voyou emprunte aux deux, puisque le Spartiate, c'est la force de la volonté pure, et le Perse, c'est, caricaturé par la Boétie, celui qui préfère être asservi et vivre dans le luxe suivant les opportunités. Eh bien, je pense qu'il faut savoir emprunter aux deux. L'utopie spartiate d'une cité entièrement libre, dévouée, au sens de la dévotio latine, dévouée entièrement à la liberté, est un mythe. Et d'un autre côté aussi, l'idée d'être entièrement soumis au monde de consommation, disons-le comme ça, au luxe, au confort, aux technologies, là aussi est un esclavage insupportable. Il faut pouvoir trouver un juste milieu, hein, ce qui est aussi, là, encore une fois, pour essayer au fur et à mesure de cette année de définir la philosophie comme je l'entends, ce qui est l'objectif de la philosophie de l'entre-deux. C'est pour ça que, pour faire une digression et faire un tout petit peu de pub au passage pour la philosophie voyou, c'était l'idée de la philosophie voyou. Il n'est jamais s'agi de proposer une figure du voyou, mais celle du philosophe voyou, c'est-à-dire que c'est une figure de l'entre-deux. C'est oxymorique, mais on est dans l'entre-deux, on est dans le moyen terme, et on n'est pas du tout dans l'extrême. Le philosophe voyou, c'est le contraire de l'extrémiste. Il est dans l'entre-deux, il est capable d'emprunter ce qu'il y a de bon au voyou et ce qu'il y a de bon au philosophe et de rejeter les parties négatives de l'un et de l'autre. Et je dirais que c'est un petit peu ce qu'il faut faire avec le Spartiate et le Perse. Il faut emprunter au Spartiate sa volonté de puissance, sa force de volonté, cette volonté qui se fait flamme, ce côté phénix, avec les philosophes adoraient prendre des animaux mythologiques pour modeler leur philosophie dans l'Antiquité. Je pense que le phénix est un animal extraordinaire, un animal mythologique extraordinaire, puisque c'est celui qui renaît de ses propres cendres. À peine est-il grillé en cendres qu'il ressurgit. Et c'est finalement cette volonté spartiate qui est sous le signe du phénix. Et d'autre part, après, le Perse, qui est caricaturalement encore, je le répète, hein, qui est mielleux, doucereux, luxurieux, tout ce qu'on veut, et qui préfère, si vous voulez, son petit plaisir immédiat à une liberté franche mais douloureuse. Et encore une fois, il ne faut pas être dupe de cette réalité, à savoir le confort peut être un bien
digne de recherche. C'est-à-dire que ça n'est pas une honte de vouloir vivre dans le confort, ça n'est pas une honte de vivre dans le luxe, ça fait partie de l'existence, ça fait partie des buts de l'existence. Donc on pourrait me dire, mais alors Olivier, est-ce que d'un côté, vous opposez la liberté et le plaisir? On dit la liberté impliquerait de renoncer à tous les plaisirs, une sorte d'ascèse douloureuse, et la recherche du plaisir, l'hédonisme, inviterait à se soumettre et à renoncer à sa liberté. En gros, deux figures aussi qu'on retrouve dans l'Antiquité. D'un côté, Diogène le cynique qui reproche à Aristippe de Cyrène de manger chez les grands, et puis en gros de leur lécher le cul. Et puis Aristippe qui reproche à l'autre, au cynique, celui qui est tout nu avec son manteau, Diogène, de boire avec ses mains et de ne même pas avoir à quoi se nourrir, finalement. Et donc là, encore une fois, je pense qu'il faut être dans l'entre-deux. Cette figure de l'entre-deux, elle est à inventer tous les jours. Lorsque je suis dans un magasin en train d'acheter mon téléphone, eh bien, il faut que je sois dans l'entre-deux. Il faut que je sois cette force, cette liberté qui est capable de s'inventer et qui soit capable aussi de souffrir, c'est-à-dire de renoncer, de dire non à ce qui m'est proposé. Si on me propose le dernier iPhone 5S ou je ne sais quelle nouvelle technologie irrésistible, eh bien, il faut que je sois capable de dire non. Il faut que je sois capable de dire non à l'incroyable package qu'on me propose pour aller en vacances dans des îles paradisiaques, ou finalement aussi que je sois capable de dire oui. Mais si je dis oui, c'est que je sais exactement pourquoi je dis oui. Encore une fois, je peux être esclave pour deux actes qui sont en contradiction. Autrement dit, je peux prendre l'iPhone 5, l'acheter à sa sortie et être libre, ou le contraire. Et finalement, ça dépend de ce qui me détermine, ça dépend de ma volonté qui me détermine. Si je suis l'esclave d'un autre parce que je copie mon copain, je copie ma copine qui a l'iPhone et que je ne peux pas m'en passer parce que j'ai peur d'assumer socialement ce manque, alors à ce moment-là, je suis un esclave, par exemple. Si par contre, pour des raisons qui me sont propres, que j'ai déterminées moi-même, qui sont réelles, qui sont tangibles, qui font que, par exemple, je ne sais pas, l'iPhone me permet d'écouter d'extraordinaires podcasts, et notamment ceux de mon professeur de philosophie. L'iPhone me permet de m'ouvrir sur un monde à travers des livres qui sont disponibles partout, tout le temps, qui me permet d'accéder à tous les journaux du monde en un instant. Si l'iPhone est cet outil, alors oui, pourquoi dire non? Pourquoi refuser cet extraordinaire outil de culture? Mais donc, encore une fois, c'est ma volonté qui détermine ce que je vais décider, bien évidemment. Donc, cette lapalissade est lourde de sens parce que la plupart du temps, nous aurait pu nous dire la Boétie, nous décidons des choses que nous n'avons pas voulu ou nous voulons ce que nous ne voulons pas. Autrement dit, je veux être libre, mais je suis asservi, etc., etc. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, ce paradoxe que nous éprouvons tous les jours, tout le temps, que la Boétie va traiter dans ce remarquable livre, qu'il faut lire dans son intégralité pour en avoir toute la force. Et quelque part, on a besoin un petit peu de cet extrémisme laboétien qui nous pousse à briser toutes les chaînes, qui nous pousse à croire quelque part que la liberté existe, qu'elle est un bien dont on peut jouir, un peu comme chez les Spartiates. Donc on a besoin de cette utopie pour finalement comprendre quelque part qu'en faisant un mélange avec une sorte de réalisme tragique qui nous dirait que nous sommes esclaves et nous sommes condamnés à vivre un éternel recommencement, eh bien, c'est dans cet entre-deux-là qu'il faut se situer. Et je conclurai avec Nietzsche, bien évidemment, on ne s'en lasse jamais, ou du moins avec mon Nietzsche, puisque ce n'est pas celui des autres, c'est celui que je me suis approprié, et dans son amour du destin, Amor Fati. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus, mais finalement, quelque part, indépendamment de cette volonté de puissance qui me fait advenir tel que je suis, cette volonté de puissance me permet aussi d'aimer mon destin, d'aimer ce que je suis, quoi qu'il arrive, parce que je ne peux pas tout, je ne peux pas finalement passer de l'état de pauvreté absolue à celui de richesse complète, l'état de manque et de douleur à l'état de confort et de luxe.
parce que ça n'est tout simplement pas possible. Il y a trop d'éléments et de paramètres qui rentrent en compte, qui fait que ça ne sera peut-être jamais possible, même si la société me fait rêver à un monde où cela peut advenir, mais on sait tous que là aussi, il s'agit d'un mythe. Donc quelque part, l'amour du destin me permet de réconcilier d'un côté cette soif de liberté absolue, et quelque part aussi cette réalité, cet apaisement que constitue la reconnaissance qu'en dehors de la réalité, il n'y a rien d'autre. En dehors de, quelque part, les besoins, la satisfaction des besoins nécessaires, il n'y a rien d'autre. Il faut faire un mélange donc, entre ces deux notions, et Nietzsche me paraît une belle invitation en latin, amor fati, pour penser votre existence. Donc la prochaine fois que vous serez dans un magasin, prochaine fois que vous voudrez acheter une nouvelle voiture, puisque c'est pratiquement les activités de tous les individus, toutes les fins de semaine, eh bien vous penserez à Nietzsche, vous penserez à la Boétie, vous direz finalement comment être libre dans la situation qui m'est proposée. Voilà, merci.